C'est l'épisode 7 et j'ai envie de vous faire le coup de la bande de Mébius parce qu'il est assez illustratif de ce que j'ai dit dans les épisodes précédents sur la castration. Ceux qui l'ont pas, sachant que le phallus qui est entre les deux ne cesse de circuler entre les deux. Donc la bande de Mébius, du moins celle que j'ai conceptualisée, aide bien à comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose, ça veut juste dire que c'est une figure, une métaphore qui permet de théoriser, c'est-à-dire de comprendre un peu mieux comment ça se passe. Alors, on va commencer par faire une bande de Mébius. Pour ça, il faut une feuille de papier. Alors ça, c'est quoi? Ah ouais, c'est une double page de un de mes premiers livres sur le rêve de l'analyste. Donc ça va tout à fait servir. Alors, on coupe une bande pour rendre la figure un peu plus rectangulaire que la feuille de papier. Bon, ça c'est moins utilisable, ça c'est très utilisable. Ensuite, on imprime une torsion à ce qui n'est pas encore une bande de Mébius, parce que là, il y a une torsion, mais pour faire une bande de Mébius, il faudrait rabouter. Quand on n'a encore qu'une torsion, on a éventuellement un nœud papillon, mais pas une bande de Mébius. Pour faire une bande de Mébius, il faut en plus que j'ajoute deux torsions, une là, pour pouvoir rabouter de l'autre côté. Quand on colle avec un bout de scotch, ça marche mieux. Oui, mais il y en a qui vont te dire que quand tu fais ça, c'est une torsion, mais quand tu fais ça pour rabouter, ici, et ça pour rabouter, là, ils te diront, ah, ces deux mouvements-là, c'est pas des torsions. En effet, c'est une question de définition de la torsion. Dans son bouquin sur la topologie, qui date d'il y a bien 20 ans, Jeanne Lafont fait la démonstration dite de la cuillère. En fait, c'est pas une démonstration, c'est juste un exercice de physique amusante. On attache une cuillère à une bande de papier, histoire de la lester. Voilà, ça donne ça. Et puis on fait tourner la cuillère. Vous voyez, ça se tord. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Ça se tord, c'est ça une torsion. C'est pas une définition, c'est juste une observation. Et ça ne donne rien de précis. Pour être précis, que fait-on? On reprend la même bande, on lui fait effectuer une seule torsion, et on remarque quoi? Qu'il y a ici la face imprimée, ici la face non imprimée. Donc qu'a fait la torsion? Quelle est la fonction de la torsion? C'est d'avoir fait passer de la face imprimée à la face non imprimée, ou l'inversement. C'est-à-dire la torsion nous fait changer de face. De notre point de vue, évidemment. De mon point de vue, je passe d'une face à l'autre, du vôtre aussi. Donc c'est ça la fonction d'une torsion. C'est ça une définition possible de la torsion. J'y reviendrai plus tard et je vous montrerai qu'on peut encore préciser cette fonction. Donc là, nous passons de la face imprimée, par exemple dessus, à la face non imprimée dessous. Eh bien, si j'ai fait effectuer à cette bande, vous voyez, vous êtes sur la face non imprimée. Si je lui fais effectuer ce mouvement, vous voilà sur la face imprimée. Vous êtes passé aussi de dessus à dessous. Donc, en fonction de cette définition, la même fonction a été assurée, c'est aussi une torsion. Ça fait passer de dessus à dessous. Je veux bien que tu appelles ça les torsions, les deux, mais tu vois bien que quand tu fais ça et quand tu fais ça, la forme est différente. On pourrait appeler ça de deux façons différentes. Et on pourrait très bien dire, il n'y a que cette torsion qui compte, et ces torsions-là, elles s'annulent après. Elles valent pas, elles comptent pas.
prenons les choses pas à pas, si tu veux bien. Nous avons une bande de papier. Comme tout rectangle, elle a une longueur et une largeur. Eh bien, cette largeur, donnons-lui une orientation. On l'appelle plus x. Et puis, l'autre côté, ça sera aussi plus x. Eh bien, si nous effectuons la torsion, comme nous l'avons déjà fait, d'un côté, ça reste plus x, de l'autre, ça devient moins x. Et nous avons une torsion selon la largeur, parce que nous avons inversé la largeur, mais pas la longueur. Nous l'avons inversée en la faisant passer dans la troisième dimension. La troisième dimension a aussi été inversée, puisque nous voyons que le dessus est devenu le dessous. C'est ça la troisième dimension, hein, c'est qu'il y a un dessus et un dessous. Hein. Et donc, deux dimensions ont été inversées, la largeur et la hauteur, c'est-à-dire la troisième dimension. Faisons la même opération en orientant cette fois la longueur. On a donc plus y et plus y. Si on effectue une torsion comme ceci, eh bien, nous verrons notre plus y devenir moins y. Et de même de l'autre côté, notre plus y devient moins y. Eh bien, nous avons aussi effectué la même chose, c'est-à-dire inverser l'une des deux dimensions de la surface. Tout à l'heure, c'était la largeur, cette fois, c'est la longueur, avec aussi le même résultat, c'est-à-dire l'inversion du dessus et du dessous. Donc cette fois, il y a inversion de deux autres dimensions, la longueur et la hauteur, c'est-à-dire la troisième dimension. Tu viens passer beaucoup de temps à définir la torsion selon la largeur et la torsion selon la longueur. Eh bien, moi je te dis qu'il n'y a que la torsion selon la largeur, comme tu dis, qui compte. Les torsions selon la longueur ne sont pas des torsions parce qu'elles s'annulent quand on les raboute. J'ai une réponse à cette interpellation. C'est la bande de Mébius carrée. C'est-à-dire qu'on peut effectuer une bande de Mébius, bien que ça ait l'air d'être un exercice assez sportif, à partir d'une feuille de papier carrée. J'ai un carré. Eh bien, je peux faire une bande de Mébius avec ça. Première torsion. Deuxième torsion. Troisième torsion. Il faut que je raboute ici une face avec l'autre, avec un bout de scotch. Voilà. Ça donne ceci, et c'est une bande de Mébius. Nous avons vu une torsion, deux torsions. La troisième torsion, on l'imprime au scotch, parce qu'on ne peut pas la faire autrement. Eh bien, vous pouvez vérifier en faisant une découpe à un tour ou une découpe à deux tours. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est qu'une découpe à un tour et une découpe à deux tours, qu'il s'agit bien d'une bande de Mébius. Eh bien, dans ce cas-là, puisqu'on est parti d'un carré, la longueur est égale à la largeur. Donc, on ne peut plus faire la distinction longueur-largeur. Donc, les trois torsions sont devenues complètement équivalentes. La torsion selon la largeur, dont on disait que c'était la seule valable, est devenue l'équivalent de la torsion selon la longueur, dont on disait qu'elle n'était pas valable. Là, nous avons les deux torsions supplémentaires exactement semblables à la première. Nous aboutissons donc à la bonne définition vraiment très précise de ce qu'est une torsion. Pour un objet à deux dimensions, c'est-à-dire une surface, plongée dans un espace à trois dimensions, la torsion consiste à inverser deux dimensions sur trois. Dans ces deux dimensions, il y a toujours la troisième, on passe du dessus au dessous, et puis on peut inverser aussi soit la longueur, soit la largeur. Mais c'est toujours inversion de deux dimensions sur trois. J'ai ma bande de Mébius avec un côté imprimé
là où j'ai écrit mes choses là, de mon bouquin sur le rêve de l'analyste. Et puis un côté pas imprimé, qui était le verso de la feuille. Seulement, on s'aperçoit que le verso, il se continue dans le recto. L'imprimé et le pas imprimé sont sur la même face, sont devenus la même face. Bon, ça, c'est une belle image de l'inconscient. La bande de Mébius prise globalement. C'est-à-dire que c'est une des premières découvertes de Freud. L'inconscient admet parfaitement la contradiction. La contradiction, là, c'est 1 égale 2. C'est-à-dire il y a 2 faces, mais en fait, il n'y en a qu'une. Selon le point de vue, on peut dire qu'il n'y a qu'une face. Ça, c'est le point de vue global. Ou qu'il y a 2 faces, et ça, c'est un point de vue local. C'est-à-dire quand je prends un point précis, là, je ne peux pas nier qu'il y a une face ici et une face là. Donc il y a 2 faces. Et donc en fait, le point de vue global plus le point de vue local, c'est une bonne façon de représenter l'appareil psychique. Parce que dans le point de vue local, c'est un petit peu le point de vue de la vie de veille, si vous voulez. Parce que dans le point de vue de la vie de veille, un homme n'est pas une femme n'est pas castrée, une porte n'est pas le mur dans lequel elle s'ouvre, le haut n'est pas le bas, la droite n'est pas la gauche, ainsi de suite. Alors que là, si. La droite devient la gauche, le haut devient le bas, le dessus devient le dessous. Mais globalement, localement, c'est-à-dire dans la vie de veille, on conserve le lieu où les contradictoires sont exclus. Donc c'est seulement dans la bande globale que le contradictoire est représenté. Et donc le phallus, c'est la même bande, c'est le cas de le dire, qui est soit à l'un, soit à l'autre. Un homme peut être une femme via la castration, et une femme peut être un homme via l'envie du phallus. Donc ça, c'est la première démonstration des 3 torsions de la bande de Mébius. C'est la construction, où on est obligé de faire ces 3 mouvements. Quand on l'écrase, on voit mieux apparaître les 3 torsions. Certains de mes détracteurs disent que c'est un artefact dû à la mise à plat. Pas du tout. On a vu à la construction qu'on a fabriqué les 3 torsions. Et je dois reconnaître qu'avec la bande de Mébius carrée, tu as bien démontré que les 2 autres torsions ne s'annulaient pas et que donc les 3 torsions font partie intégrante de la structure de la bande de Mébius. Ah tiens, tu me contredis plus toi maintenant ? Oui, faut dire que t'es convaincant des fois. Tuer moi ? Ah, parce que tu veux me tuer maintenant ? Tu essaies de me tuer, mais en fait... Oh non, moi, en aucun cas, je ne saurais être toi. Je supporterai jamais un type pareil. Pas possible, ça. Je vais pas me tuer quand même. Donc, si je dis tuez-moi, c'est une contradiction. Tu peux pas être d'accord avec ça. Oui, c'est vrai. Au fond, c'est comme dans le rêve. Le rêve, il est comme la bande de Mébius. Il n'est pas seulement l'expression du ça qui fait tout ce qu'il veut. Il y a aussi l'expression du surmoi qui vient punir le ça de s'exprimer. Oui, enfin, je sais pas si c'est parce que tu es moi. C'est-à-dire que ces 2 choses sont contradictoires, le ça et le surmoi. Ah bah oui, je suis toi. Mais il y a un profond mélange entre les 2, une cohabitation entre l'émotion contradictoire. Je veux ceci et je veux cela qui est contradictoire. J'ai envie de coucher avec maman, mais je sais que ça ne va pas faire plaisir à papa. Ça, c'est le surmoi, ça ne va pas faire plaisir à papa. Donc, j'intègre ce surmoi qui va venir dans le rêve, même lorsque le rêve va exprimer mon désir de coucher avec maman. Le rêve n'est pas une expression du ça complètement débridé. Il y a à la fois, comme dans la bande de Mébius, les contradictoires qui s'excluent et les contradictoires qui cohabitent. Si, tu es obligé d'être d'accord ? Moi, je suis pas d'accord. Je suis en aucun cas je pourrais être toi. Ou peut-être que si, finalement. Non.
Non, non, tu es moi, tu es moi. Je pourrais pas supporter que tu me tues et que tu sois moi. Parce que ça voudrait dire... Je sais pas si je m'y retrouve là. Si finalement je crois que je m'y retrouve pas mal. Parce que c'est comme une analyse. Quand on a trouvé les parties de soi qu'on ne voulait pas voir auparavant, eh ben on s'en porte mieux. Parce qu'on peut plus facilement dialoguer avec soi-même, justement. Plutôt qu'il y ait une séparation rigide entre les deux parties. Qui sont peut-être plus nombreuses que deux quelquefois.